Il est depuis 13 ans en Israël, rien ne le prédestinait à venir vivre ici et pourtant, un jour, tout a changé dans sa vie. Il va nous raconter son parcours d'Alia. Voilà, c'est Daniel Zerbib. Ils ont relevé le défi de l'Alia. Alia Story, c'est vous, c'est nous. Comment ça va ? Baruch Hashem. Alors 11 ans en Israël déjà, ça passe vite ? C'est hier. C'est hier. C'est hier. Il paraît que le temps a une vitesse peu rapide. Ici, il y a quelque chose qui est extraordinaire. C'est que rien qu'hier, j'étais dimanche. Et aujourd'hui, je suis mercredi et que la semaine se termine demain. Ouais, ça fait drôle. Hein. Ouais, on est tous pareils, c'est au moins ça console. Alors, vous êtes depuis 11 ans en Israël, vous avez une grande barbe aujourd'hui, mais ça n'a pas toujours été le cas. Vous avez grandi à Paris, dans un milieu non pratiquant, école laïque, des parents pas tellement concernés par le judaïsme, vous non plus d'ailleurs. Vous avez beaucoup travaillé dans le bâtiment, vous êtes entrepreneur, vous avez toujours été entrepreneur en fait. Tout le temps. Depuis toujours. Et puis, un beau jour, patatras, tout a changé. Ouais, fatigue, cigarette, abus divers, on va dire. On ne va pas rentrer dans les détails. Non, on va rester soft. Donc, mais surtout 13 à 14 heures de travail par jour. Voilà. Ça a été, disons, le sandwich fatal, quoi. 40 ans et crise cardiaque. Voilà, crise cardiaque. Et là, je ne pouvais bouger qu'une main. Et mon téléphone est tombé à côté de moi en même temps que la chute que j'ai faite dans ma chambre. J'étais au lever du midi à 7h du matin. Et j'ai pu juste faire le dernier numéro que j'ai fait, appuyer dessus. Et ma soeur a appelé, je l'ai entendu. Et j'ai dit, je crois que je suis en train de mourir. Donc elle a envoyé les pompiers. Et ils sont tous arrivés, toute la famille était là. Et les pompiers, vous n'étiez pas marié encore, hein ? Pas encore, pas du tout. Non. C'était un bâton de chaise. Mais toujours pas de détails. Et donc vous montez dans l'ambulance. Je monte dans l'ambulance et tout. On me fait monter dans l'ambulance j'étais donc allongé sur le brancard et j'ai vu toute ma famille là devant le long de l'ambulance en rond de nion en train de pleurer tout ce qu'ils pouvaient et je les ai regardés comme si c'était la dernière fois. Et là, j'ai une émotion, je dis ça, pourtant je vous l'ai raconté tout à l'heure, mais là, ça revient vite. Enfin bref, là, comment ça s'appelle, j'ai levé les yeux vers le ciel, c'est-à-dire le toit de la voiture, et j'ai fait le schéma Israël pour quasiment la première fois de ma vie, ou tout au moins depuis la bar mitzvah. J'ai fait le schéma Israël tout le long du chemin, en promettant à Hachem que j'allais changer ma vie complètement. Et il a signé le contrat, quoi. Ouais, il a signé le contrat et un an après, votre vie avait vraiment complètement changé. Alors pourtant, vraiment rien ne vous prédisposait à ça, mais vous aviez quand même, vous dites que vous avez fait votre bar mitzvah et puis vous aviez quand même quelques attaches parce qu'à un moment vous avez dû rentrer, vous auriez pu rentrer avec les compagnons du devoir. Voilà, les ouvriers de France, on va dire ça comme ça. Et le problème qui s'est posé, c'est qu'il fallait il y avait une accointance religieuse chrétienne qui était trop intense. Il fallait prendre ce qu'on appelle une mère. Une mère, il fallait avoir un référent féminin qui s'occupe de vous. Voilà, c'est ça. Elle est référencée à la maman de l'acrobate. Okay. J'espère que j'ai froissé personne. Ouais, non, voilà. C'était trop pour vous, là, quand même. Voilà. Et ça, c'était pas possible. Par contre, j'ai passé un mois exceptionnel avec eux. Parce que on faisait de la taille de pierre, c'était fantastique. Ouais. Des gens exceptionnels, mais bon, du mauvais côté de la porte. Du mauvais côté de la porte, bon. Alors, vous, finalement, vous décidez de faire tchouva, et puis vous commencez à porter la kippa sous la casquette. Voilà. Parce que dans le bâtiment, j'imagine que c'est pas évident de s'afficher, surtout quand les gens vous connaissent. Non, du tout. Surtout que c'était un virage à 180 degrés. Je repartais d'un seul coup. C'est-à-dire que je suis parti à l'hôpital. Donc mes ouvriers, j'étais en plan, et lorsque je suis revenu, combien de temps après ? À peu près, avec la convalescence, j'ai mis à peu près 2 mois. Donc les affaires continuaient quand même de ce côté-là, mais au bout de 2 mois, les ouvriers m'ont vu revenir avec la casquette. Bon, ça posait pas trop de problème, et comme de temps en temps il fait chaud, on transpire, on enlève la kippa en dessous. Vous aviez la kippa en dessous. Voilà. Et donc ça a commencé à jaser un petit peu, entre guillemets,
qu'est-ce que tu portes sur la tête, ça va pas, laisse tomber, mais ça va, t'étais très bien comme ça. J'avais changé donc aussi ma façon de manger d'un seul coup. J'ai vraiment changé tout. J'ai essayé d'approcher au plus près. Donc en plus que j'ai essayé déjà de déchiffrer péniblement un simple sidour. J'ai appris d'ailleurs à lire grâce aux petits livres vous savez, les livres pour les cimetières. Okay, où il y a le Kaddish. À traduire le Kaddish. Voilà, le petit livre de Benamou. C'est ça qui m'a appris à lire au départ. D'accord. Donc, à déchiffrer, quoi. C'était un peu comme un code. Je comprends toujours rien dedans. Mais et donc, votre changement, on va dire, vestimentaire, alimentaire. Vestimentaire, pas trop, mais à part pour la kippa. La casquette, ça fait quand même un petit changement. C'est vrai que ça fait. Donc c'est pas super bien passé. C'est pas très bien passé. J'ai perdu 95% de mes amis goy. Ok. Voilà, donc c'est pas une grosse perte. Quelques-uns ça m'a fait un peu de mal, mais bon. Au moins, ça m'a permis C'était clair que c'était pas bien passé. J'étais leur juif et c'était pas mes amis. Ouais, c'est comme ça que vous l'avez vécu. Ouais. Alors, vous faisiez plein de choses. Hein. Vous étiez, on l'a dit, entrepreneur, mais vous travaillez aussi dans le cadre de vos fonctions pour les marchés parisiens. Alors, les marchés parisiens, c'est quoi? C'est des marchés... c'est des marchés classiques avec fruits et légumes, chouches, enfin tout ce qu'on peut trouver dans un marché, mais à forte densité musulmane. Oui, parce que ça veut dire que les placeurs, ce sont des musulmans. Les placeurs sont musulmans, les clients sont musulmans, les vendeurs sont pour la majeure partie musulmans. Et la société pour laquelle je travaillais, qui est tenue par une personne exceptionnelle qui s'appelle Yves Ashkenazi, que si jamais il nous écoute, que j'embrasse tendrement et qui est une bonté d'un chesed monumental. Enfin bref, il a fallu que j'arrête parce que ça posait des problèmes De quoi? D'avoir la kippa sur les marchés? Kippa, de travailler. Et vous n'aviez pas la casquette sur les marchés? Non, je voulais pas. Vous voulez pas? Je voulais pas être un juif, ce que j'appelais un juif honteux, mais le prenez pas mal pour ceux qui ne mettent pas la kippa. Non, mais il y en a qui se protègent tout simplement parce que c'est compliqué. Voilà, c'est ça. Comme j'ai une stature assez imposante, ça permettait de régler pas mal de problèmes, quelques accrochages. Alors vous avez été victime d'insultes antisémites? Ça énormément. Quoi, sale juif? Ouais. Vous savez, quand vous passez avec une échelle au milieu d'une centaine de personnes accroupies en train de prier, ça passe pas très bien. Ouais, donc ça a été pris parfois, j'imagine, par la provocation, c'est ça? Voilà, c'est ça, exactement. Et donc il a fallu que j'arrête. Il y a eu des plaintes, ça a été loin? Ça n'a pas été loin d'un point de vue juridique, ça a été loin d'un point de vue de, comment dirais-je, il vaut mieux qu'on arrête. Avec votre patron? Ouais. Donc vous avez quitté les marchés parisiens. Ok. Mais ça venait pas de lui. Hein. Il y a aussi d'autres trucs. Lui aussi, il avait des pressions, j'imagine. Voilà, des petits trucs. Et c'était pas bien vu, quoi. Donc là, on était dans les années quoi? 2000, 2001? C'était en 2002 2001. 2001. Donc c'était déjà compliqué pour vous. Alors, vous décidez de faire quoi à ce moment-là? Vous quittez cette société? Alors non, après je continue parce que j'avais des chantiers parallèles. Je faisais un entretien, c'était un entretien surtout, la couverture. Mais vous décidez à ce moment-là, c'est à ce moment-là que vous décidez de partir en Israël? Là, à ce moment-là, je me dis qu'on n'a plus rien à faire en France. Là, il y a quelque chose qui va pas, c'est-à-dire que il faut toujours justifier pourquoi on est ce qu'on est, pourquoi faire comme ceci et pas comme cela. On rentre plus dans le moule. Les épaules sont trop larges et les chapeaux trop grands. Et donc, ça passe plus. Et donc là, je dis, la place d'un juif, c'est où? C'est en Israël. Vu qu'elle a déjà été déblayée par des héros avant nous, autant y aller qu'ils n'aient pas fait le travail pour rien. Et donc, pour moi, là, la décision était prise, c'est je veux vivre en Israël. J'ai mis qu'une seule fois les pieds en Israël. Vous ne connaissiez pas, vous ne parliez pas l'hébreu, rien. Je suis venu qu'une seule fois à 18 ans en Israël. Ça s'est très très mal passé, je me rappelle. J'ai fait une chute de cheval. J'ai été brûlé par le sable à Natania. J'avais des cloques. Ok, donc vous aviez un mauvais souvenir. Voilà. Et je m'étais dit que je ne reviendrai plus en Israël. Jamais dire jamais. Ouais, ça c'est pareil. Voilà. Donc finalement, vous prenez cette décision. Voilà, je prends cette décision, mais sans savoir comment trop bien l'appliquer. Et là, comment faire? Et donc ça restait un rêve, un dossier en suspens, on va dire. Et là, et en même temps, donc la tchouva, le changement complet.
il fallait aussi trouver une femme ma tendre moitié. Pour vous accompagner. Parce que c'est chose faite au bout d'un an, je crois. Un an et demi après la crise cardiaque. Voilà, c'est ça. Vous êtes marié, vous avez aujourd'hui 2 enfants. Voilà. C'est grâce à elle, d'ailleurs, qui ne voulait pas venir au départ. Elle avait une situation exceptionnelle en France, avec voiture privée, enfin bref. Inspecteur vie au Gars, donc très très bonne place. Et pas envie de la quitter comme beaucoup, parce qu'il y a la retraite, il y a toutes ces choses-là. Il y a des avantages, on est bien. Et pour moi, elle a fait ces choses exceptionnelles de tout lâcher pour venir ici. Et c'est elle qui a tout fait pour préparer l'Alia. On était avec Shalom Var. Les femmes sont surprenantes parfois. Elles sont pas surprenantes, c'est exceptionnel qui nous manque à nous les hommes. Et vous êtes monté avec Shalom Var ? Ouais. Dans quel village vous avez atterri ? Dans quelle ville ? À Roma. À Roma. À Roma, et je le bénirai tous les jours pour les gens que j'ai rencontrés, les gens qui y vivent, les gens que j'y rencontrerai, les gens qui viendront y vivre et que je rencontrerai aussi. Ils sont extraordinaires. Donc aujourd'hui, même si vous ne parlez pas l'hébreu, alors ça c'est un petit peu paradoxal avec vous, vous êtes complètement intégré, vous travaillez avec des Israéliens. Des Juifs, des Français, mais beaucoup d'Israéliens. Vous priez avec des Israéliens. Mais malgré tout, la langue, ça passe pas. C'est des regards, c'est un baragouin qui est patiemment écouté par la personne que j'ai en face de moi et qui fait certainement plus. Vous aimeriez changer ? Vous aimeriez apprendre la langue, réussir à parler ? Vous savez, il y a beaucoup de personnes, il y a au moins 3 personnes qui sont parties à Zichrono Livracha, que j'aurais adoré parler avec eux et qui sont partis sans que je puisse échanger autre chose que Boker Tov. Ouais. Et à cause des regards qu'il y avait, il y avait quelque chose qui passait que je ne pouvais pas exprimer. Donc, mais qu'est-ce qu'il faudrait pour vous, quand même, qui êtes intégré, qu'est-ce qui vous aiderait à parler l'hébreu ? Je pense qu'il faudrait que tous les Français que je connaisse, y compris mes enfants, me parlent en ivrite. Au bout d'un moment, la solitude me ferait certainement bouger. Il y a trop de Français. Mais c'est moi qui les cherche, c'est pas. Bon, aujourd'hui vous êtes. Par contre, il y a un défaut, un défaut, si on peut dire un défaut sur la langue ivrite, c'est-à-dire que c'est pas je trouve que c'est une langue qui n'est pas imagée, c'est-à-dire que le français est un langage très imagé. Il y a 4 mots pour un mot en hébreu. Voilà, c'est ça. Pour bien dresser l'image, tandis que des fois. Mais donc ça doit être facile à apprendre. Disons que je suis on vous souhaite en tout cas de faire des progrès. Alors aujourd'hui, vous avez monté votre boîte, vous êtes entrepreneur, vous êtes spécialiste de la pierre reconstituée, vous faites plein de choses, vous faites du jardinage, la plomberie, l'électricité, plein de choses. Et vous avez aussi un gmar, alors ça c'est génial, un gmar de bricolage, c'est ça ? C'est bricolage, c'est-à-dire que j'ai de dépannage par téléphone, c'est-à-dire que les gens peuvent m'appeler à n'importe quelle heure, même tard le soir quand ils ont un problème. Ils ont un problème de machine à laver, de Junkers, de frigo, de. Alors c'est plutôt un service de dépannage. Vous ne donnez pas, vous ne prêtez pas des machines et des objets. Si, j'ai aussi un gmar de machines. S'ils ont besoin d'outils, je leur prête sans aucun problème. Donc gmar d'outils et dépannage par téléphone. Voilà, mais ça. Vraiment. Voilà. Et quand ils n'y arrivent vraiment pas, là je me déplace. Gratuitement. Non, il y a une partie qui part pour la construction d'un Beth Midrash. C'est mon déplacement. Ok. J'ai 75 shekels. Donc d'accord. Ça part pour. C'est payé, mais personne n'est obligé de le payer. C'est-à-dire que c'est leur mitzvah. C'est-à-dire qu'ils transforment un tracas en mitzvah. Et en général, je prends entre 100 et 180 shekels maximum, seulement si je répare. Seulement si vous réparez. Mais vous faites tout pour que les gens arrivent à réparer tout seul. Et je crois même que vous avez aidé une femme à changer un moteur de machine à laver. Ouais. Par téléphone. Par téléphone. Et elle l'a fait. Elle l'a fait. Alors 2 heures de téléphone, quand même. Mais quand vous faites ça la nuit? Non, pendant mon travail, je m'arrête de travailler pour expliquer aux gens ce qu'ils ont à faire. Ah mais vous êtes un vrai sadique, quoi. Non, pas sadique, mais si on peut le dire. J'aime bien donner des petites combines. Il y a énormément de choses qui fait qu'on peut, qui coûtent cher. Ici, c'est pas facile. Ça coûte très cher. Ce qui m'a donné l'idée, je peux en parler ? Oui, bien sûr. Ce qui m'a donné l'idée de ce gmar, c'est une dame chez qui j'ai été. Elle m'a appelé. Elle était complètement affolée. Elle avait des fuites sous la baignoire. Elle a reçu 3 personnes qui lui ont donné 3 avis différents, qui ont pris beaucoup 300, d'argent 250, 420. Toujours pas réparé. Juste pour regarder. Ouais. Et moi, quand je lui ai expliqué un peu ce que je voyais que ça a été.
C'est comme ça que ça a démarré, ce dépannage. Elle m'a dit, elle était à peu près terrifiée. Elle dit, écoutez, j'ai plus beaucoup d'argent. Elle était vraiment la panime, la pauvre. Elle dit, combien que ça va me coûter? Je lui ai dit, rien. Je vous aide. Alors, sachez que Daniel Zerbi, des trucs en tout genre. Il a des tipim, comme on dit, pour tout. Pour rattraper le marbre. Voilà, c'est des petites combines. On peut m'appeler pour réparer un marbre soi-même, pour nettoyer, pour les problèmes de rétivoute. Il y a des trucs très très simples. À faire. Bon, voilà. D'accord. Alors, puisque vous êtes là depuis 11 ans, puisque vous travaillez, vous êtes un citoyen israélien actif et qu'on est en pleine campagne électorale, qu'est-ce que vous aimeriez apporter à la société israélienne? Qu'est-ce qui manque à cette société, on va dire, à votre niveau, par exemple? Des écoles d'apprentissage pour les jeunes. Mais de véritables écoles d'apprentissage. C'est-à-dire qu'ils iraient à l'école avec une certaine partie rôle et une partie religieuse, mais 15 jours en entreprise. Oui, 15 jours en entreprise, voilà. D'accord, et 15 jours à l'école, pour apprendre le métier. Voilà, et il faudrait faire au début, pour le pré-apprentissage, faire 1 semaine en entreprise, et le reste à l'école. De cette manière, leur donner le choix et en même temps le goût d'apprendre. D'accord, ça serait c'est une magnifique. Proposition très sympa. Voilà. Ça manque énormément. Ouais. Et je pense que c'est dans tous les corps de métier. Je crois qu'il y a un truc comme ça un peu pour la restauration, enfin les métiers de bouche, mais pas pour le bâtiment. Voilà. D'accord. Alors il y a énormément de travail par ici en Israël. C'est ce que vous m'avez dit en préparant l'émission. Et vous pensez que c'est dommage que les gens qui ont des métiers manuels ne montent pas en Israël? Voilà, exactement. Et ça c'est vraiment aberrant parce que moi, la première chose qu'on m'a dit quand je suis venu en Israël, que je venais faire mon alliage, j'étais tellement fier de dire aux vendeurs, aux gens qu'on voyait, ils me disaient, pourquoi t'es venu? Et je dis, pour c'est Israël, quoi. Retourne chez toi, là-bas, au moins, donne de l'argent, t'as pas besoin de travailler. Ici, c'est dur. J'entendais ça de la bouche d'Israéliens. Oui, bien sûr. Je trouvais ça. Et depuis que je suis ici, sincèrement, j'ai quasiment jamais été au chômage. J'ai toujours travaillé. Je suis pas plus qu'un autre ou quoi que ce soit. Et il y a vraiment du travail. Je pense qu'il faut simplement être honnête dans les prix et évidemment efficace. Voilà. Lorsqu'on est efficace, ça marche. Ça marche. Bon. Ça m'est arrivé d'avoir des boulettes avec des clients, des trucs comme ça. Je suis pas parfait. Il y a même des clients qui me détestent profondément. Je le dis sincèrement, mais Dieu bénisse, pour 98%, ils m'adorent. Ils vous adorent. Bon, alors, pas de boulettes pour cette année. Merci beaucoup, Daniel Zerbi. On vous souhaite de continuer à profiter d'Israël, à travailler, à vivre, à y être heureux et à aider les gens comme vous le faites. Bravo à vous et merci d'être venu nous raconter ce parcours. Merci beaucoup à vous. À bientôt. À bientôt. Ciao. Ils ont relevé le défi de l'Alia. Alia Story, c'est vous, c'est nous.